On passe à Madame Laeb Loubna, du département du développement durable, chef de service valorisation des déchets non dangereux. Donc, il va nous parler de la gestion et la valorisation des déchets de construction et de démolition décédés. Donc, on est heureux que le ministère de l'Environnement, du Développement durable, a créé et a initié cette filière de gestion des déchets inertes, ou on peut l'appeler de déchets de démolition et des chantiers de construction. Cette problématique, tout le monde veut s'en débarrasser. Alors que le ministère de l'Intérieur est concerné, le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Environnement. 3 départements concernés par la même problématique. Une problématique qui présente un casse-tête pour les communes, parce que maintenant, les déchets urbains ne sont pas acceptés dans les décharges pour être enfouis. On sait très bien, ça représente un volume important sur ce qui pèse, c'est-à-dire le volume en quantité et en volume. Et il défigure nos villes, nos espaces verts, même nos forêts. Et donc, il faut trouver une solution à cette problématique. Donc, avant de passer aux déchets de construction, je vais juste ajouter une petite information sur la filière des huiles usagées. Donc, parmi les filières qu'a initié le département développement durable, donc on travaille sur les filières depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de développement durable et donc, qui encourage la transition vers l'économie verte et donc l'économie circulaire. On a initié pas mal de filières, une dizaine de filières de valorisation des déchets, parmi lesquelles il y a les huiles lubrifiantes. Donc, on a réalisé l'étude de diagnostic qui nous a montré donc, le gisement, où ça se trouve, qui le gère, comment le manipuler, comment le gérer. Et on a signé une convention de partenariat avec le groupement des pétroliers du Maroc, donc, pour mettre en place donc, une filière de valorisation de ces huiles usagées. Et donc, pour que ça marche, cette filière, on a mis en place donc, tout l'arsenal juridique qui concerne les déchets dangereux, y compris les huiles usagées. Et d'après le business plan tracé pour cette filière, et il fallait donc un gap à remplir pour qu'on puisse donc récupérer toutes les huiles, les transporter jusqu'aux unités de régénération et qui vont donc régénérer l'huile. Et ce gap-là, après donc, un compromis avec le GPM, c'était à remplir par une taxe écologique sur l'huile. Malheureusement, cette taxe n'a pas été mise en place par le ministère de Finances, a été rejetée. Et maintenant, avec la mise en place de la REP, qu'on va mettre, Inch'Allah, une fois la loi 2800 sera amendée, on pourra donc relancer cette filière pour valoriser ces huiles dans les règles de l'art. Pour les transporteurs, ça existe des transporteurs autorisés pour les déchets dangereux. Donc vous avez que d'entrer au site de notre ministère, environnement.gov.ma, et vous allez vers la réglementation, vous allez trouver la liste de tous les transporteurs autorisés pour les déchets dangereux. Voilà, merci. Donc, je passe à la filière de déchets de construction. Donc, comme j'ai dit, parmi les filières, les dizaines de filières, donc il y a les pneus, plastique, papier, carton, les huiles alimentaires usagées, les huiles lubrifiants, les déchets électroniques, les véhicules en fin de vie. Ça figure aussi la filière de déchets de construction. Donc, tout le monde sait que ces déchets-là, ils sont donc éliminés dans la nature. Vous n'allez qu'à sortir des villes pour voir les tas de déchets de construction jetés comme ça dans le milieu. Malheureusement, ces déchets-là, pas comme les autres filières, il y a toujours un secteur informel qui prend les différents types de déchets, les vend aux recycleurs, valorisateurs, etc. Par contre, les déchets de construction, surtout les déchets inertes,
Bon, je ne dis pas tous les déchets de construction. Pas déchets de construction, ça contient le béton, ça contient la brique, ça contient le plâtre, le plastique, le fer, le bois, etc. Mais heureusement que tout ce qui est recyclable et a de la valeur, il est récupéré par le secteur informel. Le plastique, le fer, le bois, etc. Par contre, tout ce qui est encombrant et qui a de la valeur, mais personne ne se soucie de cette valeur-là, c'est tout ce qui reste et qui est encombrant. Donc, tout le monde connaît l'impact d'abord paysager. On a la dégradation des sols, parce que lorsqu'on met ces déchets-là, avec les pluies, le lessivage par les pluies, on a des éléments, si on veut dire, dangereux qui est contenu dans les peintures par exemple, qui s'infiltrent vers les nappes d'eau, vers les cours d'eau, etc. et posent problème. Mais personne ne se soucie de ça. Donc, on a la dégradation des sols, on a la perte des sols agricoles et forestiers par la mise en place de ces déchets-là partout dans la nature. Et aussi l'impact sanitaire parce qu'il y a des maladies qui peuvent être issues de ces déchets comme la leishmaniose. Donc ça se pose une problématique importante pour l'environnement. Donc il faut y penser. D'abord l'impact négatif sur l'environnement et de plus on a un besoin en matériaux. Un besoin de matériaux pour la construction et la maintenance des routes qui se fait de plus en plus rare. Bon, les carrières qu'on exploitait pour avoir donc, les matériaux pour la construction, maintenant, ils sont épuisés. Donc, pas seulement au Maroc, mais à l'échelle internationale. D'où le besoin en matériaux de construction, surtout la poussée démographique. On a toujours besoin de maisons, de construction. Surtout que maintenant, on n'habite plus avec nos parents comme il y a longtemps. On trouve une grande maison avec le grand-père, le fils et les petits-fils dans une maison. Maintenant, chacun veut une maison à part. Donc, on a besoin de plus de construction, on a plus d'habitat, donc plus de matériaux de construction. Et qui dit matériaux de construction, il y a des déchets de construction et de démolition par la suite. Donc la pénurie des matériaux nous pousse à réemployer, à réutiliser ces matériaux-là et par la suite, donc, la nécessité de mettre en place cette filière de valorisation des déchets. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la stratégie nationale de développement durable, dans son objectif 67, incite à identifier et organiser les filières, d'élaborer les textes juridiques accompagnant cette filière, de communiquer, de sensibiliser sur toutes les filières et de mettre en place des projets pilotes. C'est ce qu'on a voulu mettre donc, à travers le plan national, le programme national de valorisation des déchets. Donc, c'est pour ça qu'on a donc élaboré une étude de diagnostic pour mettre en place cette filière. Donc, d'après cette étude, la situation actuelle de gestion, c'est qu'on a d'abord le plan directeur national de gestion des déchets dangereux qui a été élaboré il y a une dizaine d'années, qui n'est pas encore adopté. Donc, pour qu'on puisse gérer convenablement tous les types de déchets. Les plans régionaux de gestion de déchets industriels, médicaux, etc. Donc tout ce qui n'est pas dangereux, y compris les déchets de construction, ne sont pas encore mis en place. Bon, oui, certaines régions ont déjà élaboré les plans, mais pas toutes les régions. Donc on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas tous les plans régionaux. De plus, les décharges classe 2, classe 3 ne sont pas encore mis en place. On a seulement les décharges classe 1, donc réservées aux déchets ménagers. Mais classe 2, qui est pour les déchets non dangereux, et classe 3 pour les déchets dangereux, n'existe pas encore au Maroc. Et les entreprises de construction ne trient pas encore les déchets. Donc, ils jettent les déchets comme ça, sans les trier. De plus, que les entreprises de recyclage ou de valorisation de déchets de construction sont rares au Maroc, ou à peu près n'existent pas. Une ou deux qui ne sont pas encore bien installés. Donc, pour organiser, comme j'ai dit, cette filière, on a élaboré l'étude. On a élaboré aussi un guide de gestion des décédés destiné aux entreprises donc, de construction
pour mieux gérer leurs déchets. Donc, il y a un plan d'action à suivre pour mieux trier, gérer convenablement leurs déchets. Et on a essayé donc de réaliser des projets pilotes au niveau de Rabat et de Marrakech. Ça n'a pas encore réussi, pourquoi je vais y revenir. On a essayé d'élaborer aussi des normes, mais ça va venir. Donc, d'après cette étude, le gisement de décédés est à peu près 14 millions de tonnes, répartis dans tout le Maroc comme suit. Voilà, à peu près, on trouve les grandes régions, à peu près le même tonnage partout dans le Maroc, et qui est constitué essentiellement de déchets de construction des habitats type marocain et des immeubles. Donc, ces déchets de construction, comment on peut les valoriser? Oui, ils peuvent être valorisés soit par un réemploi, soit par une réutilisation, soit par un recyclage. Donc, un réemploi, comme on peut les utiliser pour réhabiliter, par exemple, les anciennes carrières. Donc, ils sont utilisés d'ailleurs dans certaines régions du Maroc pour réhabiliter et remplir les anciennes carrières. Ils peuvent être aussi utilisés dans les travaux de terrassement pour les routes, par exemple, comme vous voyez là. Et on peut les utiliser pour produire un nouveau gravier, un nouveau ciment. Oui, c'est possible de faire un nouveau ciment à partir donc, de ces déchets-là, mais ce ciment-là, d'après certaines études qui ont été faites par le Centre technique de produits de construction CETEMCO, et peut être intégré dans le ciment à de faibles doses, donc 10% suivant les constructions, et ne peut pas être utilisé pour toutes les constructions, mais juste pour les constructions qui ne nécessitent pas un haut niveau de qualité, comme par exemple les trottoirs, comme par exemple les murs de séparation pour les voies ferrées, pour des constructions qui ne nécessitent pas une haute qualité de ciment, mais il peut être donc réutilisé pour fabriquer ces ciments. Donc, je donne là un ensemble d'exemples pour le recyclage et la valorisation de ces déchets inertes. Et pour organiser donc cette filière, on a un schéma de fonctionnement, comment on va gérer tout le cycle de déchets depuis son génération jusqu'à son utilisation et valorisation, avec donc le rôle attribué pour toute la chaîne de valeur. Pour le côté institutionnel donc, du ministère, ce qu'ils doivent faire, donc intégrer la gestion des décédés dans le CCAG, exiger la gestion des décédés au niveau donc, des cahiers de charges des entreprises, trier le déchet par les entreprises, et avant exiger que ces déchets-là soient transportés vers des unités ou des plateformes spécifiques à ce déchet pour qu'elles soient donc traitées, valorisées et recyclées. Mais le maillon le plus fort dans tout ce cycle-là, c'est les normes des produits issus de la valorisation. Donc, on a essayé de mettre en place ces projets-là au niveau de Rabat et de Casa. On a réalisé l'étude de faisabilité, on a cherché le terrain. Ça aussi, c'est une problématique au niveau des communes pour trouver un terrain ou mettre en place une plateforme de valorisation des décédés. Mais le problème qui s'impose le plus, c'est une fois l'installation est mise en place, le déchet est valorisé, le produit issu, qui va le prendre, qui va l'acheter. Ben, si on n'a pas de normes, les entrepreneurs de construction ne vont pas l'acheter. Ce n'est pas comme le plastique, le papier carton. Ce problème-là ne se pose pas avec une grande importance comme pour les décès de construction. Parce que c'est la construction. Donc la construction, c'est quelque chose de très sensible. On ne peut pas construire avec quelque chose qui va tomber, s'écrouler par la suite. Donc il faut les normes. Normes spécifiques
pour la valorisation de ces déchets. Là, on a essayé de mettre en place ces normes-là avec la direction des routes, mais on n'a pas encore donc, terminé le processus parce qu'on a besoin de sociétés de concassage, donc de traitement de ces déchets qui doit nous accompagner pour avoir des échantillons à tester, à normer pour réutiliser ces déchets-là. Et donc, en conclusion, recommandation, d'abord, on doit accélérer l'amendement de la loi 28/00, adopter les normes relatives aux matériaux issus de la valorisation, faire des révisions au niveau de CCHG afin d'introduire les clauses relatives à la gestion des décédés, créer un cadre juridique pour les déchetteries et les dépôts de décharge, et bien sûr accompagner tout ça par la sensibilisation, l'information, la communication et aussi, ce qui est très important, l'incitation financière. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai une question الله يفتح عليك. هنا بالنسبه هاد لي ديشي ديال الماتيريو دو كونستركسيون الان فين يمشيو لا ناتور وعلاش ما تكونش اون لوا اللي تكون ابليكا يمشيو داكشي اللي قلتي يمشيو لي زونسيان كارير بور لو رومبلي اقل شيء ما يمشيوش نابورت او ما يمشيوش لي ديشارج. ولكن دابا فين تيمشيو لي ديشارج تيعمروا باغ نابورت كوا وفعاو تيديروا جوج الحوايج يعمروا ديك لي كارير ولكن خص اون لوا اون سوبل لوا ولا ابليكي لا لوا. Il faut le texte d'application. Les communes prennent en charge donc cette mise en carrière. دابا هاد لي كومين وهاد الشيء هذا علاش ما تيكونش هادشي يكون لو مينيستير يكون يجمع لي مينيستير لي كونسيرني وياخذوا اون ديسيزيون. La présentation de cet arrêt qui va suivre après celle-là répondra à toutes ces questions. Donc, il va répondre à... Merci, Madame Loubna Lahabed, pour votre intervention. Donc, on passe à M. Ben Jilani. Vous apercevez cette maquette et vous vous demandez c'est quoi ça. En fait, c'est une fierté marocaine. Une success story des années 2005-2006. Une société qui était au bord de la faillite, une grande société minière. Et grâce au génie marocain et au recyclage, on revient au recyclage, cette société a pu se classer parmi les top 500 entreprises marocaines. Ce que vous voyez là, c'est le village olympique Pékin 2008 qui a été construit entièrement, renforcé entièrement par le manganèse marocain, des déchets de 1928. Donc à vous la parole, M. Benjilani, pour ne pas... Merci beaucoup. Monsieur Benjilani, c'est l'ex-directeur général et patron de la société SACEM, l'unique société marocaine qui exploite et gère le manganèse unique au monde, manganèse chimique MnO2. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Si Moudarir. Bonsoir tout le monde. Merci. Pendant ces 3 jours, je me présente donc en complément de ce qui a été dit par Si Moudarir. Donc, je m'appelle Ahmed Benjilani, je suis de formation ingénieur des mines. J'ai exercé pendant plus de 40 ans dans le secteur minier et je suis passé par plusieurs types de gestion, dont justement la gestion des déchets miniers. Donc, pendant ces 3 jours, nous avons beaucoup parlé des rejets miniers, des rejets des agglomérations, des grandes villes, etc. Ce que je vous propose, moi, c'est d'aller faire un petit tour sur les régions qui sont enclavées, notamment dans le sud du Maroc, où cette problématique de rejet de déchets existe. Mais moi, je vais vous parler de notre type de rejet, ce sont les rejets miniers.
Alors, d'abord, on va faire un petit historique sur l'histoire de l'industrie minière au Maroc. C'est bon, la présentation? C'est pas moi, c'est l'opérateur. Hein. C'est le hasard qui fait bien les choses. Exactement. Donc, le Maroc est un pays de tradition minière séculaire et ancestrale. Et je passe maintenant. Et l'économie marocaine s'est toujours basée sur l'industrie minière depuis la nuit des temps. Alors là, vous avez quelques exemples, un petit rappel historique. Donc le Maroc est un pays minier par excellence. Nous avons des traditions et des pratiques minières ancestrales et séculaires. Et l'exploitation minière au Maroc a commencé depuis pratiquement le 5e siècle avec les Phéniciens, les Romains, etc. Et cette activité minière a aussi prospéré sous différentes dynasties marocaines, les Idrissides, les Almoravides, les Almohades, jusqu'aux Alaouites. Et cette industrie minière servait dans le temps pour d'abord la défense du territoire national, pour la fabrication des armes, notamment des canons, mais aussi pour les métaux nobles comme l'or et l'argent. Les minerais servaient pour la frappe des pièces de monnaie. Et une des premières pièces de monnaie frappées en Afrique sont des pièces de monnaie marocaines. Alors à partir du XXe siècle, sous le protectorat, bien sûr la technologie a pénétré au Maroc, notamment la technologie européenne, française, allemande et anglaise, et on a eu beaucoup de travaux de recherche géologique et miniers dans tout le Maroc qui ont pu déterminer un certain nombre de gisements, dont le gisement le plus important est celui de Khouribga pour les phosphates, et aussi d'autres gisements comme le charbon de Jarada dans la province de Oujda, le fer de Nador et le manganèse d'Imini sur lequel je reviendrai vers la fin. Oui, il y a aussi d'autres minerais, d'autres gisements dans le Moyen Atlas. Les mines d'Yal Ahouli Mibladen pour le plan, la région d'Yal Midelt, Tuisit Boubker dans l'oriental aussi pour le plan, le cobalt-nickel à Bouazer dans la province de Ouarzazate, le cuivre à Bouskour et la pyrrhotine à Ktara. Tout ça pour vous dire que le Maroc possédait une panoplie de minerais, que ce soit des minerais métalliques, polymétalliques ou des substances utiles comme le gypse, le calcaire, etc. Alors, on en vient à la problématique des rejets, donc miniers. Une mine, généralement, ça dure plusieurs décennies, donc automatiquement, l'exploitation de cette mine génère un rejet. Nous ne parlons pas de résidus, nous parlons de rejets, parce qu'il y a toujours l'espoir que ces rejets soient repris et réutilisés en fonction de la conjoncture, aussi bien économique que technologique. Alors, vous avez un exemple en haut du site de Khouribga avec un terril, une montagne de rejets de phosphate qui est derrière. La même chose, la photo d'en bas, vous avez le village Boutazoult, la mine d'Imini qui produit du manganèse, et vous voyez sur la photo qu'il y a beaucoup de rejets pratiquement dans le village minier. Donc ce n'est pas quelque chose de joli à voir. Oui, effectivement, vous avez raison. Donc ce sont les terrils de la ville de Jarada. Il y a eu une petite erreur, la mise en place des photos. Et puis donc ces rejets, comme vous le voyez, que ce soit à Jarada ou à Khouribga ou à Imini, ils sont généralement déposés près d'endroits où il y a une population qui vit, et ce qui fait que ça dérange donc la nature, mais ça dérange aussi la population avoisinante.
Alors, l'impact des résidus miniers sur les écosystèmes, ils sont de plusieurs natures. Donc d'abord, comme je le disais à l'instant, il y a un entreposage in situ des résidus pendant plusieurs décennies, ce qui constitue une menace directe pour l'environnement. Je suis désolé, mais le transfert de l'exposé du PC vers les opérateurs a fait que ça n'est pas bien arrangé, il y a des décalages. Ensuite, vous avez des pollutions du sol et des sous-sols, la contamination des nappes souterraines et des aquifères, et surtout nuisance de l'air, nuisance des paysages et la pollution de l'air. Alors, actuellement, plus de 90% des mines qui ont été exploitées depuis le début du siècle sont fermées. Donc, automatiquement, il y a des rejets qui existent sur la majorité de ces mines. Alors, les mines de charbon de Jarada, où on trouve des terrils de plusieurs millions de tonnes, les mines de fer de Nador, les mines de plomb-zinc d'Ahouli Bladen et de Twissit Boubker et les mines de manganèse de Bouarfa. Ce qui se passe dans ces mines généralement fermées, c'est qu'il y a un travail illicite qui se fait en dehors de la réglementation minière par des particuliers pour récupérer du minerai, soit pour le charbon, soit pour le plomb-zinc, et le vendre d'une manière illicite. Et ça, c'est un problème qui est posé également lorsque vous avez des terrils ou ce qu'on appelle des haldes qui sont stockés sans surveillance, sans rien du tout. Alors, plusieurs mesures d'éradication de ces rejets, parce que le secteur était sensible à cette problématique, et donc chaque société minière essayait de trouver une solution adéquate pour l'éradication de ces rejets et l'élimination des effets néfastes d'une manière générale de ces rejets. Alors, en fonction des quantités, des qualités et de la localisation des marchés, c'est un élément qui est très important parce qu'actuellement, il ne suffit pas d'enlever un rejet, mais il faut pouvoir le placer dans un marché commercial de façon à ce que l'opération soit rentable aussi bien pour l'opérateur minier que pour l'environnement. Alors, la première expérience qui a été vécue, ça a été fait dans la mine de pyrrhotine de Ktara. Pyrrhotine, c'est un minerai de sulfure de fer, où une équipe de chercheurs de la faculté des sciences de Qada'iyat de Marrakech ont fait une étude pour essayer de réhabiliter les stériles de la mine de Ktara sur place. En faisant quoi ? En essayant d'empêcher que les sulfures de fer pénètrent dans l'aquifère ou dans l'appe, en formant une espèce de pellicule imperméable par des carbonates qui empêchent tous les éléments sulfureux et tous les éléments ferreux d'aller dans la nappe. Ce qui peut aller dans la nappe, c'est uniquement de l'eau ou de l'hydrogène, ce qui n'est pas néfaste pour ces nappes. Par contre, le soufre ou les fers, c'est quelque chose qui est nuisible pour la nappe ou pour les aquifères. Donc l'effet de cette pollution est diminué à l'aide des carbonates utilisés comme barrière capillaire à l'infiltration des eaux et des aquifères des nappes. Donc une étude très, très scientifique et très détaillée a été faite donc par l'université Qada'iyat de Marrakech et il a été proposé à la société justement qui va bientôt exploiter ce gisement. Deuxième... Oui, alors... La deuxième... Il y a un slide qui a sauté. Est-ce que vous pouvez revenir là? Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc c'est bon. Alors, compte tenu de cette problématique
qui était géré au cas par cas. Le ministère de l'énergie et des mines a sorti une loi en 2013 qui régit le secteur minier d'une manière générale et en particulier qui réglemente la gestion des rejets de ces mines. Et cette loi a attendu malheureusement 6 ans pour avoir ses décrets d'application. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il y a une plateforme informatique qui est du ministère de l'énergie et des mines, enfin le ministère de la transition énergétique et du développement durable, qui permet à tout un chacun, à tout investisseur de voir la procédure et la réglementation à suivre pour pouvoir exploiter ces nouveaux gisements, entre guillemets, qui en réalité sont des rejets. Mais maintenant, ils ne peuvent plus se faire d'une manière anarchique. Maintenant, il y a une procédure qu'il faut respecter. Il faut faire une demande au ministère. Il faut démontrer que nous avons des moyens de le faire et surtout qu'il y a un moyen de diminuer tous les effets néfastes de ces rejets. Alors, je viens rapidement à la mine de manganèse. Comment a-t-on fait pour éliminer un lot qui était sur place à peu près depuis 40 ans, qui était non commercialisable et qui constituait donc une gêne pour la mine et aussi qui a coûté, si vous voulez, qui a eu un coût mais qui n'a jamais été rentabilisé. Alors très rapidement, la mine de manganèse d'Imini se situe dans la province de Ouarzazate, à 40 km en nord de Ouarzazate, sur la route principale numéro 9 qui relie Marrakech à Ouarzazate. Elle contient du manganèse. C'est un manganèse exceptionnel, comme le disait tout à l'heure Semou Darir, puisque dans les mines, généralement, les teneurs ne dépassent pas, quand on parle de mines ou d'indices miniers, ça ne dépasse pas 5-6% de métal. Là, dans cette mine, le minimum que nous avons, c'est 60% de MnO2. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel au niveau des gisements de minerais d'une manière générale et surtout en ce qui concerne le manganèse. Alors, nous avons deux types d'utilisation de ce manganèse. Tout ce qui est à peu près autour de 50-60% est utilisé dans les ferro-alliages. Et là, on va en venir pour parler de la prouesse que nous avons réalisée. Et tout ce qui est supérieur à 60-70%, ça peut aller jusqu'à 90% MnO2, est utilisé dans des niches spéciales, notamment dans l'électronique, dans la soudure, dans les peintures, dans les catalyseurs, etc. Donc, dans les batteries. Donc ça a des utilisations très, dans la soudure, ça a des utilisations très pointues. Alors, l'enrichissement se fait par voie sèche, parce que la région est subsaharienne, il n'y a pas beaucoup d'eau, les nappes sont taries, et donc l'ingénieur qui a démarré le travail au début a pensé à une méthode qui utilise très peu d'eau. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une méthode qui est sèche, où on n'utilise pas l'eau du tout. Ça se passe dans des séparateurs que nous appelons des cyclones, dans lesquels le minerai séché arrive, et il y a une partie qui passe et qui a une granulométrie très fine, c'est quelques dizaines de microns, et une partie qui est, disons, grossière, qui est rejetée et qui repasse dans le circuit pour être concassée et broyée et repassée dans le cyclone. Donc le passé, c'est ce qu'on appelle les UF, ultra fins, et le rejet s'appelle les GA, donc les grosses alpines, et c'est là où on va arriver la problématique de ces rejets. Voilà des images rapidement. Ça, c'est à droite, vous avez une image d'un puits de recherche, donc c'est fait avec les moyens de bord. Et à gauche, vous avez un puits qui est équipé suivant les normes internationales. Et ce sont des puits qui descendent jusqu'à 200-300 mètres de profondeur sur des longueurs de 3-4 km. Et vous avez, disons, des galeries et des galeries et des recoupes qui vont vers la minéralisation, qui la rabattent sur la voie principale et qui la ramènent vers le puits pour être extraite. Là aussi, vous avez sur la photo de gauche l'ancienne usine de traitement qui utilisait du matériel très très vieux, très vétuste et qui date, qui a plusieurs décennies. Et sur la photo de gauche, c'est la modernisation de cette usine en introduisant
la nouvelle technologie qui permet non seulement une meilleure récupération du minerai, mais aussi des économies en énergie et une pollution moindre. Ça, c'est le type de minerai, c'est le type de matériel, c'est un exemple de matériel qui était utilisé. Le cyclone alpine qui fait 5 ou 6 mètres de hauteur, donc c'est quelque chose de monstrueux à gérer et à entretenir, et qui n'a pas une grande rentabilité, qui n'y a pas un grand rendement. Par contre, à côté, à gauche, vous avez ce qu'on appelle un turbosélecteur ventilé. C'est un petit appareil, bon, lui aussi il est lourd, mais il est plus maniable et qui permet une économie d'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au grand sélecteur, qui permet une moindre pollution et un grand rendement. Voilà donc avant 2007, voilà ce que la photo sur la gauche représente les haldes manganésifères qui étaient jetées dans la nature parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de preneur, et pour le marché c'était quelque chose de bastonneur et qui n'était pas commercialisé et qui n'était pas économiquement rentable. Alors le tonnage de ces montagnes était estimé à plus de 200 000 tonnes de ce minerai qui était entreposé à côté de l'usine et qui causait un empoussiérage noir et intense pour les paysages avoisinants, notamment les jardins et notamment aussi le village minier qui n'était pas très loin de ces haldes. Et ça constituait une gêne énorme donc, pour l'ensemble de l'environnement et en particulier pour les ouvriers mineurs qui nous disaient tout le temps nous avons pris un tagine et avec du sel, du cumin, mais aussi avec un peu de manganèse. Non, alors ça c'est une petite parenthèse pour plaisanter. Alors voilà l'opération qui a été menée pour, disons, enlever ces haldes et les enlever le carreau de la mine. Donc la photo d'en haut à droite, c'est les dépôts. Il y a ce qu'on appelle les GA, les grosses alpines, ce sont les refus des alpines. L'opération d'enlèvement qui a commencé à la mine, donc ce sont des camions de 30 tonnes qui sont venus après après un arrangement de tout le minerai sans nettoyage et tout, parce que c'est quelque chose qui est resté pendant plus de 30 ans sur place, donc c'est sali, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées au minerai, donc c'est ce qu'on appelle aussi en termes miniers le gerbage. Donc nous avons fait le gerbage de la minéralisation, nous avons enlevé tout ce qui n'était pas minerai, et nous l'avons transporté par camion de 30 tonnes vers le port de Safi. Et voilà, après, la zone est complètement nettoyée. Alors, ça passe pas. Alors voilà, donc après 2007, donc tout ce que je vous ai montré c'était avant 2007. Après 2007, donc on s'est attelé à cette problématique et nous avons commencé à prospecter dans le marché international des investisseurs ou bien des acheteurs qui pourraient être intéressés par ce minerai. Et donc nous avons trouvé en Chine une société chinoise qui était intéressée par ce produit. Bien sûr, ils sont venus, ils ont prélevé des échantillons, ils ont fait des analyses au niveau de la Chine, des études, etc., des analyses de laboratoire, des analyses en semi-industriel. Et pour vous dire, en l'espace d'une année, même pas, avec au départ un échantillon qui faisait quelques kilos pour le laboratoire, on est passé à quelque chose comme 4000 tonnes la première commande pour faire un essai semi-industriel. Ensuite, 16 000 tonnes pour faire un essai industriel proprement dit, pour qu'à la fin, ils enlèvent les 220 000 tonnes d'un seul coup. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc, alors avant ça...
Alors, l'opération s'est faite en l'espace d'une année, donc après avoir conclu, bien sûr, toutes les démarches administratives, douanières, etc. Et donc, nous avons chargé des camions de 30 tonnes de la mine jusqu'au port de Safi. Et au port de Safi, il y avait des bateaux qui avaient des capacités énormes, qui dépassaient les 18 000 tonnes. Pour l'histoire, il y a un bateau de 23 000 tonnes qui n'a pas pu quitter le port de Safi parce que la marée était basse et on a attendu que le tirant d'eau était bas. On a attendu que la marée soit haute pour que le bateau puisse partir. Donc on a fait quand même des bateaux très très importants. Et nous avons respecté un délai qui nous est imparti, c'était de livrer ce minerai avant le mois de juin 2008. Pourquoi? Parce que notre minerai était destiné pour renforcer le fer qui servait pour la construction du stade olympique de Pékin, les Jeux olympiques de 2008, et en même temps le village olympique. Donc, nous avons fait, bien sûr, des mains et des pieds, on a travaillé d'arrache-pied pendant ces 6-7 mois. On a travaillé pratiquement 24 heures sur 24, alhamdoulilah, dans de très très bonnes conditions. Et nous sommes arrivés à respecter cette contrainte de contrat. Et notre minerai a été utilisé, comme je l'ai dit à l'instant, pour renforcer le fer et le métal qui a été utilisé pour la construction du stade olympique de Pékin. Pourquoi? Parce que les Chinois avaient une autre conception de la construction. Ils voulaient utiliser moins de béton, moins de ciment et plus de métal. Alors, donc, c'est un stade qui peut prendre à peu près 80 000 personnes et qui a été construit très rapidement en l'espace de quelques mois. Et moi, ce que je dis, c'est que malheureusement, le Maroc 2008 n'était pas qualifié pour les Jeux Olympiques, mais il a été représenté par le manganèse de la mine d'Imini. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, pour votre information et pour ne pas dire que je vous raconte des bêtises, la maquette du stade olympique est là, elle est exposée avec un certificat d'origine, s'il vous plaît. Ce n'est pas quelque chose que j'ai assisté au Qaraa ou la Fadr Bghallaf. Kif, c'est la même chose. Ça c'est juste pour dire, c'est pour rejoindre quelqu'un qui disait tout à l'heure dans la salle, on est capable de tout faire. Hein. Il suffit qu'on ait la volonté et qu'on aime faire ça pour réaliser des miracles. Le Marocain est doué pour ça. Voilà. Alhamdoulilah, merci beaucoup de m'avoir octroyé cette tâche très lourde. Et je promettrai qu'Inch'Allah, le prochain stade sera le stade marocain avec les déchets miniers. Monsieur Zakaria, il possède déjà la ville de Jrada, j'ai mis Delt, et il a d'autres, on verra, Inch'Allah. J'ai sauté rapidement les slides, donc c'est un chargement, une partie d'un chargement. Alors le bateau de 20 000 tonnes, c'est ce qui est derrière avec ces espèces de bâtiments. Et vous avez des grues qui sont en train de charger le minerai tel quel. Le quai, le port, le bateau. Et là le voilà. Là, c'est le stade olympique de Pékin. Pour information, en 2019, je l'ai visité et il est toujours dans le même état, malgré l'humidité de la ville et de la région de Pékin. Le stade est toujours en très très bon état, construit en 2008. 11 ans plus tard, il est toujours dans le même état. Ça, c'est une fierté pour nous, les Marocains, d'avoir contribué à la construction de ce stade. Voilà. Puisque, comme il a dit, c'est très important d'abord de construire sans le béton. Donc déjà, il nous a débarrassé de millions de tonnes de béton. Et c'est seulement une structure en fer et un revêtement en métal marocain. Donc ça veut dire que, Inch'Allah, il y a encore de la voie pour faire des œuvres d'art marocaines et pourquoi pas. Maintenant, je vais
entamé ma conférence, ma dernière, et dans laquelle je réponds pratiquement à 100% aux problématiques qu'a posées la dame du ministère. Je suis désolé qu'elle ne puisse pas rester avec nous jusqu'à la fin. This is my third and final conference I will give this afternoon for all the attendees over the world. I thank them a lot for their patience, and I am going to present how to valorize and recover concrete materials in Morocco. Donc le sujet que je traite, il parle de recyclage et valorisation de déchets, de démolition et des chantiers de construction, la contribution à la décarbonation et à l'économie des ressources. Comme vous allez le voir, le secteur du bâtiment, il contribue à 6,6% du produit intérieur brut. Il contient plus de 60 000 établissements actifs dans le domaine des BTP et il produit 1 million d'emplois stables. Donc il est un moteur de l'emploi, de la génération de nouveaux emplois et donc une éponge pour le chômage des jeunes. C'est surtout ça qui est très important. Nous savons que nous avons une population jeune au Maroc et c'est grâce à ça que nous avons produit un certain nombre de choses. Donc, nous avons, par contre, je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que vous l'avez vu avec la dame du ministère, donc il y a un éparpillement hasardeux et très mal organisé des déchets de construction dans tous les espaces libres des quartiers et des villes. Ça donne un mauvais paysage, ça donne donc des problèmes de lessivage avec les pluies, ça fait mal aux yeux et donc c'est transporté malheureusement par les sociétés de traitement de déchets ménagers aux décharges, ce qui est vraiment un petit peu hors la loi. Et donc le problème de gestion, il s'impose. Nous avons aussi l'épuisement des ressources. Donc évidemment les cimenteries travaillent, mais elles ne peuvent pas satisfaire tous les besoins. Mais il y a aussi le sable, et malheureusement nous assistons à des vols nocturnes de beaucoup de camions de sable le soir pour le vendre en noir. Alors que nous avons dans les déchets une possibilité de recycler et de valoriser. Nous avons un dépotoir sauvage des zones résidentielles et des nuisances visuelles et du paysage. Quelle est la démarche? First of all, comme nous sommes basés à Casablanca, nous avons décidé de faire déjà une géolocalisation, ce qui va demander une intelligence. Alors dans ce cas-là, nous avons développé un logiciel intelligent qui est combiné au système d'information géographique, SIG, et qui est combiné avec Google Earth. On n'a pas besoin de drones, on n'a pas besoin d'hélicoptères, on n'a pas besoin de visiteurs visuels pour localiser les déchets. Ce qu'on fait avec ce logiciel, on prend des photos donc de très haute qualité, de déchets comme ça. Donc on prend des photos, elles sont très bien détaillées. On les incorpore dans le logiciel. On demande à Google Earth de chercher les images qui ressemblent à ce qu'on lui a donné. Et il fait le parcours, il nous donne la cartographie du gisement
des déchets qui sont déposés. Donc ça, c'est un. Donc, une fois on fait cette géolocalisation, on utilise le SIG pour exploiter les données qui sont arrivées par Google Earth. Et donc, on récupère. Et à ce moment-là, on fait le gendarme. On dit, est-ce que Google Earth a raison ou pas? On effectue 15% de visites sur les lieux localisés par Google Earth. Et on se rend compte qu'il n'est pas menti. C'est quelque chose de fidèle. On le remercie beaucoup d'avoir exécuté donc, ce qu'on lui a demandé. Il nous donne les images. Alors, après, on récupère, on collecte. Et lorsqu'on collecte, comme elle a dit la dame, il y a la ferraille, il y a le bois, le gypse, le béton, la céramique, le marbre, etc. Donc, on est obligé de faire le tri manuel pour ce qui est béton au départ. Parce qu'on sait que le bois, on peut le broyer et en faire plein de choses. La ferraille, elle est vendable. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse surtout aux déchets béton. Donc, on fait le tri. On prend les échantillons représentatifs. Vous voyez ici que j'ai numéroté, par exemple, 1, 2, 3. Donc, il y a des carreaux céramiques, il y a du marbre, il y a du béton, etc. Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'on fait? On concasse, on broie, on tamise en plusieurs tailles, donc des particules, et on fait une étude, on fait la caractérisation aussi au microscope électronique à balayage, à la fluorescence X et aux rayons X, et on détermine la composition de ce matériau. Une fois qu'on a déterminé la composition de ce matériau, une des choses les plus importantes, c'est qu'il y a des valeurs très faibles des métaux lourds, donc ce n'est pas toxique. This is very important. Deuxième chose, c'est que ça contient de la matière qu'il faut pour faire des matériaux. Donc finalement, ce qu'a dit la dame, on ne peut pas faire du ciment dur ou du béton dur et un bâtiment qui tient. Non, c'est normal, c'est le ministère. Nous sommes les laboratoires de recherche. On a la main d'œuvre, hein, comme j'ai dit, gratuite. Alhamdulillah, on est très heureux de travailler gratuitement pour le Maroc. Donc, on en fait avec la partie maigre, avec la partie très fine, on en fait le ciment léger qui remplace le ciment neuf à hauteur de 20% et pas 10%, comme elle a dit la dame. Nous avons atteint 20% de substitution. 1. Ciment léger. 2. On fait les enduits, donc le revêtement sol et revêtement mur. 3. On a formulé avec notre intelligence et notre système de recherche et nos jeunes chercheurs des cols pour les carreaux. Alors que la colle carreau, il n'y a aucune cimenterie qui l'a fait localement. C'est importé 100%. Donc, on produit de la richesse locale sans chercher les devises. Et on sait qu'on est un pays pauvre. Lorsqu'on économise un peu de dollars, un peu d'euros, ça fait du bien à tout le monde. N'est-ce pas? On n'a pas de quoi importer tout. Donc, et quatrième, lorsqu'il reste les plus grandes, on en fait du gravier qui va servir pour les bassins de filtration d'eau potable, qui va servir pour la décoration, qui va servir pour les gravats, qui va servir pour le pavé, qui va servir pour autre chose. Donc finalement, on fait pratiquement 100% de récupération et de recyclage. On n'a même pas besoin d'aller vers la réhabilitation des anciennes carrières parce que nous avons une solution aussi pour les anciennes carrières qui vont nous coûter un peu moins cher et celle-ci, il vaut mieux la valoriser que de la jeter et d'attendre qu'elle couvre un petit peu. These are some of our products developed in laboratory, in research laboratories, and as you can see, it's valuable and we are 100% satisfied. Donc il y a une satisfaction totale parce que
nous كنتوكلوا على الله واللي كيتوكل على الله فهو حسبه. دونك غير كاع غير خدم، غير شمر على ذراعيك وقول بسم الله للسفينه ستمشي. اما الا خليتي الموتور ساكت ما غاديش تزيد السفينه. دونك il faut travailler et il faut être sérieux et les résultats vont suivre après. Donc, nous avons fait la géolocalisation comme j'ai dit. Voilà les points rouges que nous a remis le Google Earth avec notre logiciel intelligent. Donc, c'est le couplage de l'intelligence artificielle avec Google Earth et l'exploitation avec le SIG pour trouver tous les points rouges de Casablanca. Donc, on n'a pas besoin, parce que si on visite à l'œil, c'est très difficile et parfois il faut prendre un hélicoptère, etc. Donc, on n'a pas ces moyens. On va utiliser l'intelligence artificielle. Et voilà la carte de Casablanca où est-ce qu'il montre que ça fait mal quelque part. Et pourquoi ne pas rendre Casablanca Green City also as the other cities over the world? Why not? Donc on va faire ça et on va prendre des photos et on va faire tout ça. Ensuite, on caractérise, c'est ce que j'ai dit, donc je ne vais pas rester longtemps. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est des matériaux riches, donc en calcaire, CaO, donc le ciment, en oxyde de fer, d'alumine, en silice, SiO2, etc. Donc c'est les scientifiques qui veulent. Mais ce qui est en jaune, c'est les métaux lourds, c'est inférieur, très très inférieur aux valeurs limites de rejet. Donc on n'a pas de chrome, ni d'arsenic, ni de cadmium, ni de plomb qui sont très toxiques. Le reste, c'est très développé. La granulométrie, c'est après le tamisage. Et après, nous avons la distribution. Les inférieurs à 0,16 microns, c'est du ciment léger. Les entre 2,5 et 0,3, c'est des cols. Ensuite, c'est les enduits. Et ensuite, c'est le gravier. Et donc, finalement, on a fait la valorisation des déchets de démolition et de construction en ciment léger. Et on a pu substituer de 20 à 40% le ciment neuf. Ce qui dit économiser 20% de ciment dit une décarbonation pour le Maroc. Parce que pour fabriquer le ciment, il faut aller à 1800 degrés et il faut faire cuire du calcaire, ce qui veut dire qu'en termes de carbone, d'empreinte carbone, de bilan carbone, il y a des grandes quantités de CO2 émises dans l'atmosphère et ça contribue au chauffage, au réchauffement planétaire global. On n'est pas dans le cas avec ça, on diminue et donc on rend service au Maroc qui est en train de jouer avec le feu parce qu'il a ratifié la Convention internationale et il y a la taxe carbone qui va s'appliquer dans 6 mois. Il n'y a pas beaucoup de temps. Donc il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on sache que nous avons donc fait une valorisation en enduit et des caractérisations de tous nos produits. Les formulations sont là, les produits sont là. Donc je ne suis pas sur la théorie, c'est dommage qu'il ne soit pas resté ici un peu. Elle serait partie à Rabat toute heureuse en disant « Alhamdulillah, il y a des Marocains qui se prennent, qui font du travail aussi à notre place ». Voilà, les propriétés mécaniques des produits. Ensuite, donc, l'école pour carreaux, les exigences, tout est donc excellent. Et en conclusion, je vais vous dire que je ne sais pas si j'ai été bon ou pas, c'est à vous de conclure. Je n'ai pas besoin de conclure. What do you think? 9. Je crois que j'ai touché l'ensemble des personnes qui m'ont suivi en ligne et des personnes qui sont présentielles. Et je déclare, en fait, je donne la parole à M. Mouderir. Les gens du ministère, ils sont encore avec nous. Ils vont passer le message. Ah, ben je savais, oui. Donc, merci.
c'est-à-dire malgré parfois l'existence de financement, mais il faut une collaboration conjointe pour réussir. Merci. Merci, c'est aéré. Donc, on donne 10 minutes à la salle pour des questions-réponses. Donc, rapidement, pour passer à la séance de clôture où on va présenter les candidatures et présenter les gagnants. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Rapidement, s'il vous plaît. Très bref. Bonjour, Idreri Tarek, BET-MES, Louis. Donc, c'est très intéressant la présentation et les autres aussi. Donc, question directe à M. Taheri. C'est très intéressant ce que vous avez présenté, mais pour faire changer les choses dans le terrain, la commune, ce qui l'intéresse, c'est le coût. Donc, ici à Tanger, on a un grand problème avec ces déchets, mais la commune n'est pas prête à payer pour le tonne. Donc, si on appelle un industriel et on lui donne un terrain, qu'est-ce qu'on doit encore payer environ par tonne pour que ces déchets soient donc, valorisés et vendus? Donc la faisabilité économique. Merci. La question est pertinente. Nous avons pensé à votre question. Le dépôt dans les espaces libres, d'abord, c'est un coût. Hein. Deuxième, leur transport avec le camion gasoil qui consomme 25 à 30 litres par 100 km jusqu'à la décharge, ça a un coût. Et troisième, donc l'achat de la matière de substitution neuve. Le sable qu'on achète à la place de celui-là, le ciment qu'on achète à la place de celui-là, le mortier, les briques, etc., les matériaux. Nous avons fait une étude comparative et nous avons trouvé que si on se met à la table et on fait le bilan financier, on est gagnant à presque au moins 70%. 1. 2. On élimine l'empreinte carbone, on la diminue. L'empreinte carbone du Maroc, aujourd'hui, la tonne de carbone dans la bourse internationale, elle dépasse, je crois, 250 à 300 $. Imaginez, lorsque vous vendez votre empreinte carbone dans le protocole de Kyoto, qui est dans la lutte contre les changements climatiques, vous gagnez de l'argent aussi. Vous la vendez parce qu'on a ratifié les conventions. Et on sait que si on montre au monde que nous avons contribué à la diminution de l'empreinte carbone à l'échelle internationale de temps, on vend ça, on le vend. C'est de l'argent. On ne va pas leur donner du CO2, ça ne se stocke pas. Mais ils vont nous payer pour ça. Voilà, c'est un bonus et c'est la détaxe pour l'empreinte carbone. Donc le projet, il est très profitable et il est prometteur. Ce qui reste, par contre, votre question, elle est pertinente parce que les communes, il y a un peu de retard dans leur façon de réfléchir pour le bien de l'ensemble. Parfois, ils ne voient pas ça. Ils disent « Ah, enfin, des questions banales, petites. Et ce que je pense, le conseil de la commune, il fait des ingénieurs de l'environnement, des conseillers, des bureaux d'études. لأن هذاك اللي نجح راه ما عندوش كاع حتى الشهاده، راه نجح في الانتخابات وهو اللي كيحكم. يا سير حيدها لي من فمه، اش غدير لي؟ خاصو يفرضوا عليه يتصنت لان كونساي في لا كومين يقول له صافي السيدي غير كون مرتاح السيد الحاج تنجحتي في الانتخاب انت هو الرئيس، انا غنجيب لك اتاي وارتاح تنجيب لك الفلوس حتى للدار. الا ما دارش لو كونساي تري ديفيسيل دوز اون انفورماسيون لواحد مغلوق مسدود ما عندوش هنا لا ماتيير غريز، حيت لا ماتيير غريز بحال لوطوروت اللي عنده المستوى ضعيف
كله بيست، ما عندك منين تدوز الحفاري داكشي ما يمكنش تدوز ليه لانفورماسيون. ملي كتشعل ليه الضو وكتصايب ليه الطريق كيفهم. دونك الا ما كانش عنده مستوى ونجح في الانتخابات ولا رئيس وعطاته الصلاحيه باش هو اللي يقرر، هزك الماء وهزني حتى يطلعوا ولادنا ولا ما عرف. مي سي سا سي ان بو لا فيريتي. C'est Tahir Matkhavch, bonjour. Nous avons besoin de vous. Et ce Maroc a besoin de beaucoup de personnes qui ont cette chaleur de citoyenneté. Je me présente, c'est Saïd Kharazi. Je suis avec une équipe, on vient d'arriver, on vient d'atterrir de Rabat. On représente une coopérative Nouvelle Monnaie qui s'appelle Eco-Énergie. On est heureux d'être parmi vous pour bénéficier de votre expérience. Je veux revenir à votre intervention très riche en informations et vous poser une question concernant le logiciel que vous avez utilisé. C'est très, très important. C'est la simplicité de la technologie pour bien participer ou contribuer au développement du pays. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que ça a été conçu par vous-même ou par un bureau spécialisé et quel est le coût? Parce que ça nous intéresse de jouer l'intermédiaire entre la commune qui a les gros calibres, mais qui n'ont rien dans le crâne, c'est sûr. Mais il faut aider, il faut contribuer, chacun à sa place. Nous avons besoin de travailler ensemble pour atteindre un niveau de développement pour l'avancement de notre pays. Et une deuxième question, est-ce que ça peut être appliqué à un niveau réduit? Par exemple, une commune, une petite ville, c'est pas comme Casa. C'est mes deux questions. D'accord. Excellente question. Donc, comme j'ai dit, je suis un professeur mordu par la question de l'environnement, de la Terre, de l'existence sur Terre, non seulement de moi, mais de toute la génération future. Donc le logiciel, il est développé par deux équipes. Je suis le laboratoire de chimie, matériaux et tout ça. Il y a le laboratoire SIG, qui est spécialisé dans la géolocalisation. On est associés, nous avons mis en place le logiciel, nous sommes prêts à travailler avec vous, moyennant les frais. ماشي ما غنشريش الرولز رويس وما كتهمنيش، ما غنشريش المرسيدس غاليه وما كتهمنيش. دونك moyennant شي حاجه اللي qui va permettre de couvrir les charges, les étudiants, etc. On est prêt à échanger avec vous le logiciel qui est développé par nous-mêmes. On ne l'achète pas ni en Suisse, ni au Japon, ni en Corée du Sud. It's Moroccan 100%. On le met et ça c'est un. Deux, il est applicable pour un quartier, une commune, une ville. Il sillonne parce qu'il travaille avec Google Earth. À chaque fois que vous lui donnez une zone, il la sillonne, il vous dit voilà. Plus elle est petite, mieux elle est pour pouvoir localiser. Mais plus elle est grande, plus l'incertitude est un petit peu difficile, etc. Mais sinon, il est applicable. Merci. Merci, M. Tahiré. Je voudrais seulement revenir sur la petite composante de l'isolation, l'isolation thermique, là, surtout avec la RCTM qu'on a maintenant. Et donc, je voudrais savoir jusqu'à quel degré, c'est-à-dire cette réussite, parce que quand même, on a la RCTM, mais l'application, ce n'est pas évident. Et donc, pour cette isolation thermique, avec un résidu comme ça, la valorisation d'un résidu, comment ça peut remplacer, c'est-à-dire que ce soit la laine de verre, la laine de roche, et est-ce qu'il y a aussi l'alternative pour une isolation acoustique? Merci. C'est des questions très pertinentes et ils me mettent un petit peu dans la perspicacité de vouloir vraiment travailler mes méninges. C'est des questions qui me reviennent souvent. Comment mettre et substituer? La substitution est faisable.
Donc il y a des matériaux isolants qu'on fait avec des déchets recyclés et les mesures scientifiques donnent des valeurs très satisfaisantes et donc ce qui nous manque, ce qui nous fait barrage, c'est les CSP, c'est les cahiers de charges de spécification du bureau d'ordre d'ingénieurs, des architectes. Parfois, ils ne nous disent pas matériaux composites en laine de roche ou équivalent. Yallah zidna ghir ou équivalent ou mtahna ou dir lina اللي بغيتي. Donc c'est une bataille. Il faut aller chez l'ordre des architectes, leur dire qu'il y a des produits que nous avons, etc. À ce moment-là, il ouvre la brèche pour les investisseurs de nous dire votre découverte, je l'achète et je vais fabriquer, et je sais que j'ai le marché. Maintenant, il vous achète la découverte, le brevet, mais il n'a pas le marché. C'est pas normal. Et voilà. Les cahiers de charges des bureaux d'études des architectes doivent prendre en considération la valeur intellectuelle des chercheurs marocains et des ingénieurs et des chercheurs libres. Je sais qu'il y a des chercheurs libres très, très bien stylés et de haut niveau. Donc, il faudrait qu'on travaille en famille. Ça, c'est un. Par rapport à l'acoustique, alors ça, c'est vraiment un problème pour moi. غير البارح كانت واحد الحفلة ديال واحد الناس اللي داروا هذاك وداروا النفار والطبل. أنا j'allais presque نولي sourd. Ça, c'est assourdissant. C'est assourdissant pourquoi? Les surfaces, elles sont lisses. Donc, elles réfléchissent 95% du son émis. Et ça, c'est un problème au Maroc, partout. Les vitres et les murs lisses, ça. Donc, ça, c'est un. Le carton ديال البيض ملي كدير له ان تريتمون كيولي دور وكديرو راه هو كرو وما غيتلاحش ملي كيتلاح ما كياكلو والو ما كيصلح لوالو كيخسر وهو تري فالوريزابل لان عطاك ديجا مول جاب لك ربي مول فابور كدير ليه اون بانتور ريجيد هيدروفوج وداكشي كيولي سوليد كيولي دورابل كيولي ما كيديرش هذا ان دو le double vitrage avec le vide à l'intérieur, ça diminue. Et 3, la perlite expansée, la perlite, c'est une mine marocaine. La perlite expansée dans un four à 850 degrés, c'est un isolant thermique et acoustique. Donc il y a beaucoup de choses à développer. Il suffit juste qu'on se mette justement. Le ministère, je vous appelle à faire une rencontre nationale des laboratoires de recherche sur l'environnement 2 jours. ما تديروش لينا الغدا غالي غا ساندويتشات ما تديروش لينا القهوه نشربوها حتى نعمروه ونهضروا على مشاكلنا ونجبدوا شي حاجه ونحطوهم لي تيست ديالنا ما كتاخذوه ما كنعطيهمش ليكم كيبقاو في لي تيغوار لي بروفي ديالنا كيضيعوا لي شيرشور ديالنا نتوما ديروا واحد الالتفاته لهاد الناس وعيطوا عليهم 3 ايام ديال الكونفيرونس اللي ما عندوش لوطيل خلصوا عليه غتلقاو اللي غيخلص لكم هادشي لا كوبيراسيون سويس لا جيكا لا جابانيز انترناشونال كوبيريشن اجنسي لونيدي لو بنود لو سايدي لي ار دي كلشي غيخلص عليكم هاد 3 جور ما تعطيونا غير الساندويتشات والمباتة في لوطيل اللي بعاد انا في الدار البيضاء نجي الصباح ونرجع في العشيه وغادي نهضروا وغادي نلقاو الحلول سي صا